l'aube du Japon médiéval dans ses épopées. La paisible période de Heian, 794-1185, s'acheva dans une conflagration. Au terme de batailles d'une rare violence, deux maisons rivales, les Taira et les Minamoto, évincèrent, tour à tour, l'aristocratie de cour, qui ne disposait ni d'une armée ni d'une police suffisante, et provoquèrent l'avènement du régime féodal. Commence alors le Moyen-Âge japonais. Cette période de bouleversement fut telle qu'il faudrait fouiller dans le Moyen-Âge allemand, pour trouver une confusion semblable. Le chapelet à la main et le sabre à la ceinture. De ce branle-bas naquirent les 10 guerriers. Gunki Monogatari. Des récits virils, pleins d'assassinats, de faits d'armes merveilleux et de vengeances longuement préparés, source d'embarras et de troubles pour les historiens. Leur fonction était d'ailleurs moins littéraire, au sens où nous l'entendons, que mémorielle et spirituelle. Il s'agissait avant tout d'apaiser les âmes des guerriers ayant péri dans les combats et, pour les survivants, de chercher un sens aux événements chaotiques qui ont mis fin à l'ordre ancien. Cette fonction incombait aux bons Abiwa, Biwa Hoshi. ou Biwa Bozu. des aides généralement aveugles. Semblables à nos troubadours de jadis, ils parcouraient le pays, déclamant d'une voix chantante les hauts faits du passé, drapés dans une robe monacale, sans doute pour se placer sous la protection des temples et des monastères. Ils s'accompagnaient de leur lutte à 4 cordes, le biwa, dont les accords ponctuaient la mélancolie du récit, au cœur du répertoire que ces artistes transmettaient de maître à disciple. Une trilogie fondamentale retrace les luttes fratricides qui firent basculer l'archipel dans une nouvelle ère, le dit de Hojan, Hogen Monogatari. le dit de Heiji, Heiji Monogatari. et le plus illustre d'entre tous, le dit d'Ezeke. Heike Monogatari. Les deux premiers, s'ils peuvent paraître prosaïques en décrivant comment les Taira et les Minamoto s'insinuèrent peu à peu dans le pouvoir militaire, jusqu'à acquérir une influence décisive sur les affaires de la cour, n'en prépare pas moins le drame à venir et recèle déjà cette sensibilité à l'éphémère, Mono no Aware. qui trouvera dans le dit d'Ezeke son expression la plus achevée. Le monde où vivons n'a d'existence autant que rayon de lune, qui se reflète dans l'eau, puisée au creux de la main. L'impermanence comme destin. Œuvre monumentale, véritable Énéide des luttes intestines et des guerres acharnées qui déchirèrent les deux maisons, culminant avec la bataille de Dan no Ura, 25 avril 1185. Le dit d'Ezeke s'écarte pourtant radicalement de la tradition occidentale. Au lieu d'ouvrir, à la manière de Virgile, sur les armes et l'homme, la chronique japonaise rappelle dès sa première ligne l'impermanence de toute chose, l'orgueilleux, certes, ne dure, tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. Les personnages, grands ou humbles, sont tous emportés par le même tourbillon, illustrant à l'envie que, selon la formule de Bossuet, le temps viendra où cet homme qui vous semblait si grand ne sera plus, où il sera comme l'enfant qui est encore à naître, où il ne sert à rien. Je ne suis venu que pour faire nombre, encore n'avait-on que faire de moi. Quand je regarde de près, il me semble que c'est un songe de me voir ici, et que tout ce que je vois ne sont que de vains simulacres. Praeteritenimo figura uius mundi. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Ainsi, le dit d'Ezeke s'apparente-t-il à une continuelle prédication, où toutes les vicissitudes de la vie des héros servent à illustrer cette loi de l'impermanence Mujo. et la vanité des gloires humaines. Le cas de Tairano Tadanori, 1144-1184, est à cet égard exemplaire. Surpris par l'ennemi, il domine son adversaire, mais un quelconque serviteur de celui-ci intervient, et lui tranche le bras droit au ras du coude. Sachant sa fin venue, Tadanori se tourne vers l'ouest, et invoque d'une voix ferme, par 10 fois, le Bouddha avant d'être décapité. Attaché à son carquois, on retrouve ce poème d'adieu. Emporté par les ténèbres, je logerai sous les branches d'un arbre. Des fleurs seulement m'accueilleront ce soir. Une postérité en demi-teinte. Cette sensibilité bouddhique, qui imprègne jusqu'aux scènes les plus sanglantes, ne suffit pourtant pas toujours à relever une narration qui peut paraître lente, régulière, uniforme aux esprits formés à l'esthétique occidentale. Pareil au son de la cloche de Gion, la marche des dits est régulière, trop régulière même, et quelque peu monotone.
Je regrette que des récits aussi illustres n'aient pas trouvé un poète également illustre qui les eût fixés à jamais, qu'ils aient manqué un Homère qui leur eût donné une variété, une souplesse éternellement admirée. Comme le note Georges Bousquet, les héros homériques ont souvent des gaietés ou des faiblesses étranges qui nous font toucher du doigt leur humanité. Ceux de Taïra ne cessent jamais d'être conventionnels et froids, tandis que le naïf conteur grec laisse toujours percer un vague et fin sourire derrière les mots. Le rhapsode japonais ne quitte jamais le ton épique et l'allure guindée. Là où résonne comme une fanfare l'expansion joyeuse du trouvère, on entend ici que l'accent mélancolique du bouddhiste désolé. L'homme valeureux lui aussi finit par s'écrouler ni plus ni moins que poussière au vent.